Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre émission politique hebdomadaire. Comme chaque lundi à 20h15, nous revenons sur l'actualité de la semaine dernière. Mais pour cette émission, nous allons un peu dévier l'actualité et nous allons parler un peu plus de l'UGTT. Où est l'UGTT aujourd'hui? Pourquoi elle ne parle pas beaucoup? Où se trouvent les grands projets de l'UGTT? Et bien sûr, nous allons revenir sur la Tunisie, sur les projets socio-économiques de la Tunisie. Nous allons parler de ça avec mes deux invités ce soir, Monsieur Semir Aouedi, conseiller économique à l'UGTT. Bonsoir. Bonsoir. Et avec Monsieur Lotfi Mraihi, secrétaire général d'un parti politique qui s'appelle l'Union populaire républicaine. Merci beaucoup de faire partie de cette émission. Tout le plaisir est pour moi. Voilà, alors on va commencer avec notre premier volet justement sur l'UGTT. On va parler de l'actualité justement de la semaine dernière, le rapport final portant sur les événements du 4 décembre 2012 relatif donc à l'UGTT confirme l'implication des ligues de protection de la Révolution dans ces événements. Quelles sont les conséquences aujourd'hui par rapport à ces ligues de la protection de la Révolution? Est-ce qu'ils sont vraiment impliqués dans les événements du 4 décembre? C'est ce que dit le rapport. C'est une commission d'enquête constituée de personnalités au-dessus de tout soupçon, tant par leur neutralité ou par leurs compétences en la matière. Il a été démontré qu'en sus des preuves apportées par le GTT, celles fournies par les services du ministère de l'Intérieur désignent sans équivoque les coupables, qui sont les membres des ligues, des pseudo-ligues de protection de la Révolution. Est-ce qu'on peut dire que ces ligues, ce sont des milices du parti Ennahda ou pas? Je suis autorisé à vous dire qu'ils se comportent comme des milices. Ce n'est pas un comportement de structure civique. Bon, comme c'est ce que disent la plupart des personnes, que ce sont le bras droit de Ennahda, sans jamais pouvoir le prouver. Donc j'observe une réserve en vous disant que c'est un comportement violent, arrogant, qui sort des normes de l'ordinaire, qui rappelle les attitudes et les comportements de toutes les milices fascistes. On a entendu sur une radio privée, on va dire, on va la citer quand même, c'est Shams FM, on l'a entendu dans une émission de Hamza Balloumi sur Shams FM, et il a pris en interview quelqu'un de la Ligue de la protection de la Révolution, un membre de la Ligue de la protection de la Révolution, et qui dit, nous aussi, nous avons des preuves matériel et vidéo par rapport à l'UGTT, et c'est eux qui sont en tort dans les événements du 4 décembre. Ça s'appelle la meilleure technique de défense, c'est l'attaque. Mais il n'en est rien, ils ne peuvent avoir aucune preuve. L'UGTT était dans ses locaux, chez elle, en train d'organiser un prestigieux événement de commémoration de l'assassinat de Farhat Hachad, qui a été décédé, qui est mort pour le pays et non pas pour l'UGTT. Très bien. Monsieur Semir, par rapport à ces événements, par rapport à l'UGTT, les événements du 4 décembre, l'implication des LPR, par rapport aussi à ce qu'eux répondent, ils sont en train de se contre-attaquer chacun. Quelle est votre réaction en tant que parti politique? D'abord, on voudrait dire que c'est un événement qui est fâcheux, qui est plus que regrettable. D'abord parce qu'il s'inscrit à un moment où la Tunisie voudrait instaurer des pratiques de transition démocratique où chacun jouerait son rôle pleinement et de façon libre et souveraine. Ça n'a pas été le cas. Et c'est un événement au-delà de l'UGTT, au-delà de la symbolique de l'UGTT. Ce qui s'est passé est fort regrettable, comme je vous l'ai dit, et condamnable. Maintenant, il y a un rapport, mais au-delà du rapport, et on n'avait pas besoin de rapport pour savoir les mains qui étaient derrière cette manifestation violente. Il faut dire, resituer l'événement dans son contexte historique et savoir que c'était au lendemain des événements de Siliana. Donc là, c'était une riposte au rôle manifeste qu'avait joué l'UGTT dans les événements de Siliana. Maintenant, ces ligues-là, ou qu'elles soient ces ligues directement, ou que ce soit d'autres personnes ou regroupements, comme l'a dit Aouedi, c'est un comportement de milice.
de milices instrumentalisées. Parce que votre parti condamne ces LPR. Ah, certainement. Condamne ces ligues. Ou dénonce. Ça va au-delà. Moi, je pense que ça va au-delà de ces ligues-là, de ces comités-là, ou de l'appellation qu'on veut bien leur donner. Ça va plus loin vers un clan, ou vers un parti, ou vers des forces politiques qui ont tout intérêt, ou qui avaient tout intérêt à ce moment-là, ou qui pensaient avoir tout intérêt à porter une réponse à l'UGTT, à châtier l'UGTT pour le comportement qu'elle a eu au cours des événements de Célienne. Bien sûr, ceci ne veut pas dire que le comportement de l'UGTT au cours des événements de Célienne est un événement pour lequel un comportement que nous voyons du bon œil, qui nous est... Vous pensez que l'UGTT n'aurait pas dû se comporter de la sorte? Là, si on parlait de l'événement de Célienne, là, la question que vous posez porte essentiellement sur les événements qui ont la place. Oui. Mais est-ce qu'elle a une part de responsabilité, justement, dans ces événements du 4 décembre, l'UGTT? Non, aucunement, puisque l'UGTT a été agressé dans ses locaux, dans son périmètre historique et symbolique, qui est cette place-là. Donc on ne peut pas la condamner pour ça, mais on pense qu'au-delà de fustiger les comités ou les ligues, etc., il faudrait peut-être aller vers le donneur d'ordre et l'organisateur. Que pensez-vous du UGTT qui fait de la politique? Ils sont toujours accusés de faire de la politique. Moi, je trouve que c'est injustifié, que c'est anachronique et que c'est nuisible à la Tunisie. Le fait que l'UGTT fasse de la politique? Que l'UGTT s'implique dans la politique politicienne. L'UGTT a tout le droit de faire de la politique. Elle a son point de vue sur ce qui est social, sur la politique économique du pays. Elle est pleinement dans son rôle là. Mais de passer à la politique politicienne au nom d'une certaine vérité historique ou d'un certain legs historique, je pense qu'aujourd'hui, ça n'a plus lieu cité d'être. Tout simplement parce que l'UGTT a joué un rôle dans l'histoire de la Tunisie moderne, est un fait indéniable, sa participation est indéniable, mais aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle restructuration du pays, c'est-à-dire qu'on voudrait avoir un pays, d'abord où il y a une pluralité syndicale, et l'UGTT ne peut pas avoir une primauté sur les autres centrales syndicales. Deuxièmement, et un fait important, on voudrait que chaque organisation, chaque parti politique, chaque organisation non gouvernementale, la société civile, soit bien organisée de telle sorte que chacun ait ses attributions et qu'il n'y ait pas d'intrication. Monsieur Arouidi, quelle est votre réponse par rapport aux personnes ou aux partis politiques qui accusent l'UGTT de faire de la politique, justement? Je n'ai aucunement vu l'UGTT faire de la politique politicienne, telle que vient de le suggérer Selim Reyahi. Elle fait de la politique qui est nécessaire au traitement de ces dossiers, de la politique qui est de son ressort. Est-ce que l'UGTT n'est pas concerné par le contenu de la Constitution qui va engager le pays sur plusieurs décennies? Est-ce que l'UGTT n'est pas concerné par le mode d'organisation des élections? Elle en est parfaitement concernée parce qu'elle a des adhérents, elle a des affiliés qui ont des droits sur cette organisation et qui ne sont nullement ailleurs. Ce n'est pas de la politique politicienne. Pourquoi n'a-t-on pas accusé l'UGTT de faire de la politique politicienne lorsqu'elle a encadré, je dis bien encadré, soutenu de manière décisive la révolution et la destitution du pouvoir déchu de Ben Ali? Très bien. Alors, il y a beaucoup de partis politiques qui ont fait une révision générale de leur politique. L'UGTT reste fidèle aux vieilles structures, Même les leaders sont des visages d'hier. Où sont les jeunes exactement dans l'UGTT? On voit toujours d'anciens visages, on voit toujours... Est-ce que vous avez une lueur de jeunesse dans l'UGTT? Mais vous faites une évaluation sur des données fausses. Alors, donnez-moi les bonnes données, alors. Je vous les donne tout de suite. Vous avez les 2/3 de la direction de l'UGTT qui n'ont jamais été au bureau exécutif, sauf au congrès de Tabarga. 9 sur 13 sont nouveaux. Nouveaux, mais jeunes? Ou nouveaux, mais... Nouveaux et jeunes. D'accord. Nouveaux et jeunes, moyenne d'âge de 50 d'années.
C'est ça la jeunesse dans la direction d'un syndicat. Pour Ouais, pas ouais, diriger. Vous êtes d'accord que... Je dois le remercier. Je me sens concerné. Bien sûr. Attendez, Bien sûr, si- écoutez, J'espère il y qu'à a 50 des- ans, on est jeune, Non. mais quand même... Oui, on est encore très jeune. On est encore très jeune, je sais bien, mais mature. bon, les jeunes, quand je parle des jeunes C'est l'âge Tunisiens... où l'on peut nous confier des postes de Non, responsabilité. monsieur Aouid, je parle de jeunes Tunisiens, c'est-à-dire une tranche d'âge allant de 30 à 45 ans, qui soient actifs dans l'UGTT, et ça, ces visages-là ne sont pas visibles à l'UGTT. Ils ne sont certainement pas les GTT, ils ne sont même pas dans les associations de la société civile, ni dans les partis politiques. La jeunesse tunisienne, Pourtant, c'est- elle est, laissez-moi terminer s'il vous plaît, Allez-y. n'a pas encore un statut social. La jeunesse dont vous parlez est généralement en chômage ou encore à l'université. Malheureusement, Oui. au chômage. Malheureusement, oui. Donc, il y a un recul terrible de sortie du champ universitaire et familial vers le champ social où il s'assume. Avec cela, le GTT dispose d'une structure très active qui s'appelle la commission des jeunes travailleurs. Des jeunes travailleurs qui fait beaucoup d'activités, pas directement syndicales, mais d'encadrement, d'initiation, de formation, etc. Comme elle a une commission spécifique pour la femme. Très bien. Mais je vous assure que nous sommes totalement conscients de la question, d'ailleurs de la question de la participation de la femme aussi dans les structures dirigeantes de l'UGTT, et vous allez entendre parler du nouveau dans ce sens. Mais J'espère bien. En tout cas, aucune femme à depuis l'exécutif. Depuis les dernières années, il y a eu un renouveau syndical et beaucoup de jeunes responsables Très bien. accèdent à des postes. Monsieur Melahi, par rapport à ça, Écoutez, je ne voudrais pas polémiquer avec Sila Aouadi. Je pense que même là, c'est un sujet qui mérite discussion, qui mérite débat. Le rôle de l'UGTT réellement et son implication sur la scène politique. Et ce n'est pas toujours uniquement de la faute de l'UGTT. Il faut dire que d'abord, le pouvoir ou les pouvoirs qui se sont mis en place depuis la Révolution ont eu également un comportement condamnable en traitant avec l'UGTT. On lui a donné une primauté au détriment des autres syndicats qui n'étaient pas justifiés. Si on veut la justifier au niveau du fait historique, ça n'a plus de sens. Si on veut le justifier au niveau du nombre d'affiliés, ça n'a plus de sens dans une démocratie. Et ça a été un interlocuteur chouchouté et privilégié. vous êtes d'accord avec ces propos? Pas du tout. Pourquoi? Pas du tout. Excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Parce que c'est Mrehi met dos à dos l'UGTT, l'organisation historique, la centrale historique, pouvez répondre, hein. avec deux autres organisations qui sont nées juste après la Révolution, qui n'ont même pas tenu de congrès. Même pas tenu de congrès. Monsieur Mrehi, le GTT n'est pas chuchoté. Laissez-moi vous dire, le GTT est une pièce maîtresse du paysage socio-politique du pays. Elle a joué un rôle décisif dans la Révolution et elle continue à assumer un rôle même invisible dans la transition démocratique. Et c'est grâce à l'UGTT que des forces dominantes restent encore sur certaines réserves et ne franchissent pas certaines frontières parce qu'ils craignent la réaction de l'UGTT et de ses structures. C'est l'UGTT qui est très sollicité. Elle n'est pas sollicitée, on ne lui donne pas un rôle qui n'est plus justifié, on lui donne un rôle à la hauteur de sa représentativité. Justement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Très bien, alors. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous sur certains points que vous venez d'énoncer, qui sont des vérités incontestables. La place historique, elle est incontestable. La représentativité est encore aujourd'hui incontestable. Le fait que les autres centrales syndicales sont nées après le 14 janvier, c'est incontestable. Mais tout cela ne justifie pas les conclusions auxquelles vous êtes arrivés. Pourquoi? Parce que d'abord, nous sommes dans une nouvelle donne qui veut être une donne démocratique. Donc, c'est une donne qui ne peut Un nouveau plus souffle. Être, un nouveau souffle. On ne peut plus regarder et juger les organisations ou les centrales syndicales ou les partis politiques selon leur ancienneté sur leur histoire. La vérité historique, c'est quelque chose sur lequel, ou la légitimité historique, c'est quelque chose avec lequel on a été gouverné du temps de Bourguiba. Ben Ali même peut se réclamer au nom d'une certaine légitimité historique du 7 novembre. La légitimité historique reste aux historiens. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons? En fait, nous voulons instaurer un nouveau paysage dans lequel tous les partis politiques, toutes les organisations syndicales ou autres, sociales, professionnelles
ou non gouvernementales soient traitées sur le même pied d'égalité. Et si aujourd'hui on veut chouchouter, comme je l'ai dit, et quand je dis chouchouter, c'est-à-dire qu'on cherche le GTT parce que on sait que le GTT a un poids et s'immisce dans la scène, dans la politique politicienne à travers un bras politique qui s'appelle la gauche tunisienne. Tout ceci devait être, si on veut réellement construire quelque chose de sain, il faut revenir aux bonnes bases de la pratique. Une centrale syndicale a sa présence, a son mot à dire sur des sujets très importants, comme vous l'avez justement énoncé tout à l'heure, comme quelque chose de fondamental aujourd'hui, qui est la Constitution. C'est indiscutable, mais ceci ne lui donne pas le droit d'aller plus loin, d'être à la tête de ce fameux congrès qu'il a voulu organiser à la scène nationale. Salué par toute la Tunisie. Il peut être salué par tout ce que vous voulez. Il salué si vous n'étiez pas invité. Non, vrai, non. Vous avez l'air fâché. Parce non, je n'ai pas. C'était un congrès salutaire. Non, nous avons fait. C'était un congrès salutaire. Ça, c'est votre. Moi, je suis d'accord sur votre approche. Laissez-moi vous dire quelque chose pour qu'on ne reste pas sur un malentendu. Ni moi, en personne, ni la plupart des militants syndicalistes que je connaisse ne sont contre le pluralisme syndical. Nous ne pouvons pas être des démocrates, réclamer le pluralisme politique et renier le pluralisme syndical. C'est une vérité incontournable dans toutes les sociétés démocratiques, même si cela entraîne l'émiettement des forces des travailleurs. Vous serez d'accord qu'un autre syndicat oui, soit beaucoup plus médiatisé que le GTT? Si un syndicat se construit sur des bases saines et non pas pour répondre à un appel du pied d'un certain pouvoir, s'il y a des véritables syndicalistes, non pas des dirigeants qui traînent des affaires encore en justice de détournement de fonds. Et des affaires corrompues. Voilà. Donc, s'il y a une partie des salariés tunisiens qui considèrent que le GTT ne la présente plus et a créé un véritable syndicat transparent, avec des motions, avec un règlement intérieur, qu'elles soient les bienvenues. Moi, dans l'enseignement supérieur, lorsque certains de mes collègues ont voulu créer un autre syndicat, vous les avez appuyés? Je les ai pas appuyés, mais lorsque je l'ai vu que ça s'est constitué, j'ai accepté le fait et je traite avec eux. Très bien. Je traite avec eux. Mais là où on est peut-être d'accord sur beaucoup de choses, mais là où on n'est pas d'accord, c'est que quand vous avez implicitement tout à l'heure énoncé que grâce à l'UGTT, on a pu éviter la dérive du pouvoir en place. Oui. Ça, ce n'est pas le rôle du syndicat. Ça, ce n'est pas le rôle du syndicat d'être en face du pouvoir en place. Et la confrontation aujourd'hui, et le malaise aujourd'hui, et je dirais même le début de clash... Faites-le vous-même alors, M. Riahi. Oui, justement. C'est la que votre parti politique assume son rôle politique et contrebalance... Non, laissez-moi terminer. Laissez-moi juste terminer. L'hégémonie du pouvoir. Laissez-moi juste terminer ma phrase. Justement, c'est ce que je vous disais, que chacun doit jouer son rôle. Et le GTT, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas en place une opposition suffisamment puissante pour s'opposer au pouvoir en place qu'elle va se substituer à cette opposition-là. Elle doit aujourd'hui, à partir du 14 janvier, devenir tout simplement une organisation socio-professionnelle. D'ailleurs, vous avez des adhérents, vous avez des affiliés à cette centrale syndicale, mais ils viennent chacun d'un bord politique différent. Certainement. Vous avez toute une mosaïque. Certainement. Et vous ne pouvez pas, cette centrale syndicale ne peut pas parler... dont je vous ai parlé, il est sur le plan social. Je termine. Je vous assure que c'était sur le plan social. Non, sur le plan social, c'est indiscutable. Mais quand elle devient à la tête d'une action politique comme ce fameux congrès, eh bien là, elle se positionne autrement. Parce que là, elle va parler politique. Et en parlant politique, tout en ayant des adhérents qui appartiennent chacun à une mouvance, à une tendance, à une façon de voir, ça devient tout simplement, excusez-moi le mot, peut-être il est un peu fort, mais ça devient un détournement de mandat. Parce que le mandat reçu par le GTT de ses adhérents, c'est un mandat de défendre leurs intérêts socio-professionnels et non pas de parler en leur nom politique. Je vous laisse répondre et on passe à autre chose. Vous n'êtes pas
un adhérent de l'UGTT. Vous ne connaissez pas leurs adhérents. Je vous assure. Je suis un ancien syndicaliste. Laissez-moi vous donner cette information. Même... En organisant ce congrès que vous n'aimez pas, que vous n'aimez pas, l'UGTT n'a pas fait un acte de politique politicienne. Elle a voulu offrir une interface de dialogue et de débat entre société civile et société politique pour mettre le pays sur une feuille de route consensuelle. Ça aurait été qui, normalement, qui aurait dû organiser ce congrès ? Même si les intentions sont louables, elle n'est pas dans son rôle. Monsieur Lotfi, qui aurait dû organiser ce congrès ? Si ce n'est pas le rôle de l'UGTT, ça aurait été le rôle de qui, alors ? Non. Ça, c'est un débat qui doit se faire à l'intérieur de la Constituante et qui doit se faire dans la société, en dehors de la Constituante. C'est des points de vue. Aujourd'hui, il y a une seule institution, une seule et unique institution dans ce pays qui a été élue de façon démocratique. Très bien, on va passer à autre chose. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui que le gouvernement actuel est plus indépendant que celui de Hamadi Jebeli ? Vous, en tant que parti politique. Indépendant de qui ? Est-ce qu'il y a plus d'indépendants, justement, au gouvernement ? Ça n'a aucun sens, le nombre d'indépendants. C'est la ligne fixée, ce sont la feuille de route et les objectifs pour lesquels travaille ce gouvernement qui sont les plus importants à prendre en considération au-delà de la formation qui le compose. Aujourd'hui, c'est un gouvernement qui a été fait par Nada, à laquelle elle a tenu et qui est destiné à reluiser son blason d'ici jusqu'aux prochaines élections. C'est un gouvernement qui a une mission de faire oublier la gestion calamiteuse du gouvernement Jebeli, de lutter un peu contre le malaise général qui s'est annoncé, d'instituer un peu de sécurité dans le pays, d'essayer de donner semblant qu'il y ait une relance économique, et là on en reparlera tout à l'heure, au moins au niveau du pouvoir d'achat, de lutter contre cet effritement du pouvoir d'achat du Tunisien aujourd'hui. C'est un gouvernement, en fait, de préparation des prochaines échéances électorales. Monsieur Awedi, par rapport à cette question, est-ce que vous trouvez que ce gouvernement actuel, il est beaucoup plus indépendant que l'ancien ? Est-ce que vous pensez que la ligne de route, la feuille de route de ce gouvernement va vraiment mener le pays aux prochaines élections et que ça va être beaucoup plus raffiné que l'ancien gouvernement ? Comme l'a dit Siriahi, je suis d'accord avec vous, l'important c'est le programme politique du gouvernement, le discours politique, les réflexes, le type de communication et de rapport que le gouvernement tient avec les autres composantes de la société civile et politique. Or, cela émane d'une culture qui est la même, qui a le même référentiel idéologique. Certes, on a l'impression que les deux centres de discorde, à savoir l'intérieur et la justice, le département de l'intérieur et de la justice, ça se calme un peu. Ça se calme un peu. Mais lorsque vous voyez qu'on ne fait encore rien au niveau de la justice transitoire et que le ministre de l'Intérieur, qui a été très contesté et accusé par rapport à Siliane, il devrait comparaître devant le juge d'instruction. Il est cité. Et se retrouve chef du gouvernement. Il se trouve chef du gouvernement. Cela n'augure rien de bon. Je pense qu'ils vont essayer de... Actuellement, on est en train de parler, il y a une polémique sur la privatisation des institutions. Alors, quelle est votre réaction par rapport à ça ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? Beaucoup de gens disent qu'on est en train de vendre notre pays. Et je reviens avec l'UGTT sur cette question-là. On est en train de rentrer dans l'économie du pays, petit à petit, dans ce débat. Alors là, on va parler de privatisation des institutions. Nous n'avons pas encore vendu, heureusement. mais nous allons vendre. Nous allons réellement, moi, mon point de vue, nous allons vendre. Et nous allons faire plus que ça. Nous allons, je pense, être amenés à faire même des concessions. Est-ce que vous trouvez ça normal ? C'est tout à fait anormal. C'est tout à fait anormal. Ça, c'est le résultat de la dérive à laquelle nous sommes arrivés aujourd'hui par notre mauvaise gestion économique. Qui sont les responsables de cette dérive ? Ce sont les gens qui ont été d'abord pour appeler une constituante. Ceux qui ont été derrière le Qasba 2 pour appeler à une constituante. Ils doivent aujourd'hui, j'espère qu'ils auront le courage de se regarder dans un miroir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ils ont changé de fusil d'épaule. Ils ont d'autres revendications. Mais ce sont ces gens-là qui ont amené le pays là où il est.
Ce pays-là, après le 14 janvier, était un pays qui a été laissé par Ben Ali dans un état d'équilibre instable sur le plan économique. Un équilibre, mais un équilibre très précaire. Et cela, personne ne voulait l'entendre. Et je me rappelle aujourd'hui, chaque fois que je parle de ceci, je me rappelle encore de Seyil Beriki, qui était le porte-parole de l'UGTT, quand on parle de politique politicienne, justement. Et on lui disait que sur le plan économique, le pays ne pouvait pas supporter ce qui se passait comme grève, etc. Et la réponse était quoi? Vous nous faites miroiter le cataclysme pour nous empêcher d'aller de l'avant. Aujourd'hui, ce pays-là, il a mangé son pain blanc grâce à la mauvaise gestion du gouvernement Ranouchi, puis du gouvernement Sebsi, puis du gouvernement Jbeli. Ils ont cédé à toutes les revendications. Ils ont manqué de sens de l'État. Ils n'ont pas été des hommes d'État. Ils n'ont pas su arrêter cette dérive-là. Et ils n'ont pas su parler au peuple le langage de la vérité et dévoiler les véritables chiffres, la situation économique réelle du pays. Et aujourd'hui, Nidetoun se trouve quand même, par rapport à votre parti, assez élevé dans les sondages. Comment? Pourtant, Nidetoun, le parti Nidetoun se retrouve assez élevé par rapport à vous. Il faudrait justement qu'il y ait des débats, de vrais débats, pour dire aux Tunisiens comment était la gestion de l'Béji Qaïd Sebsi et des autres. Mais ils vont regarder les Tunisiens ce soir. Allez-y. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu des deniers publics sur ça. Qui ont été dépensés et délapidés à droite et à gauche dans des chantiers pour des gens, entre guillemets, les chômeurs, dans des chantiers. Des gens ont été rémunérés, continuent à être rémunérés pour ne rien faire. Ce n'est absolument pas productif. Il y a eu des pensions qui ont été données également aux gens au chômage alors que le pays ne pouvait pas le supporter. Il y a eu une très mauvaise gestion sur le plan sécuritaire et donc qui a entraîné également, vous savez que tout est intriqué, le sécuritaire, le social et l'économique. Donc, avec toutes les grèves, les sittings, le pays a été mis en panne. Et pour, bien sûr, trouver les moyens de boucler ces budgets qui n'avaient aucune orientation, c'était des budgets autant n'emporte le vent, ni des budgets d'austérité, ni des budgets de relance. On a même essayé de faire une politique de relance contracyclique qui ne correspondait à rien du tout. Et finalement, on a abouti à quoi? On s'est endetté, on est passé de 42% à 49% de l'endettement. Aujourd'hui, nous sommes en train de discuter avec le FMI pour aggraver encore notre dépendance. Et dans ce climat-là général, nous avons mangé tout notre pain blanc. Que nous reste-t-il? Aller encore s'endetter? Qui voudra bien nous prêter de l'argent? Et qu'est-ce qu'on va faire? Le Qatar, peut-être? À quel taux le Qatar nous l'a prêté? C'était celui qui nous l'a prêté au taux le plus élevé. Nous avons fait de très mauvais choix et nous n'avons devant nous, à ce rythme-là, qu'une seule alternative, c'est vendre le pays. Monsieur Aouidi, par rapport à cette question économique et aussi... politique d'abord, politique un petit aussi. mot pour répondre et faire un échange avec ces Riahi, que je respecte le point de vue sans pour autant l'accepter. Alors, allez-y. Kasba 2, on accuse le GTT d'avoir été derrière Kasba 2 et on condamne. Est-ce que c'est vrai que vous étiez derrière Kasba 2? Le GTT a été dans la mouvance révolutionnaire. Le GTT n'a pas accepté qu'un gouvernement, le premier gouvernement après le départ de Ben Ali, comporte... Le gouvernement Ranouchi. Le gouvernement Ranouchi 1 comporte autant de membres de l'ex-régime connus pour leur corruption. Ah, c'était un peu soupçonnable aussi. Le GTT a fait son soutien critique de principe au gouvernement Ranouchi 2. Il s'en est suivi une dérive totale au niveau de la nomination et les RCDistes sont revenus partout dans les gouvernorats, dans les ambassades, dans les délégations, etc. Et la gestion était tellement chaotique qu'il est tombé de lui-même face à la contestation. Le GTT a donné son soutien critique. Une question, est-ce que vous pensez que le parti Nidetoun, c'est un peu la continuité de Ben Ali? Laissez-moi, l'actuelle politique économique, c'est la continuité, non pas de Ben Ali, même du programme d'ajustement structurel du temps où Rachid Sfar était Premier ministre avant que Ben Ali ne prenne le pouvoir. Et c'est le FMI qui revient au chevet de la Tunisie aujourd'hui, exactement comme au mois de mai 1986,
proposant un accord de confirmation de 1786 millions de dollars. Et quels sont les risques aujourd'hui pour la Tunisie? Laissez-moi vous dire quelque chose d'abord pour répondre à ces D'accord, allez-y. sur Kasba 2. Les gens, et surtout la classe politique, les partis politiques, en accusant les GTT, se déculpabilisent. Parce que ils rejettent la faute sur vous. Ils rejettent la faute sur les GTT parce que quel est leur problème? C'est qu'ils sont exclus du pouvoir, notamment les petits partis. Et ils voient, nada, ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas. Eh bien, ils croient que c'est la faute de la gauche, de l'GTT, des extrémistes qui ont appelé à une constituante. Or, ils ont tous participé à la création de la constituante. C'est leur stratégie verticale, parfois personnelle, pour ne pas utiliser un autre nom. Leur soif du pouvoir, la ruée qu'ils ont fait pour la constituante, pour être membre, en multipliant des micro-partis et des micro-associations et des centaines de listes indépendantes, dans l'objectif de prendre part à la constituante, donc de prendre part au pouvoir. Vous êtes d'accord avec ces propos? C'est l'effritement des forces politiques qui a permis à la force politique relativement la mieux organisée, nada, d'être majoritaire, même relativement. On va laisser M. Mellah vous répondre et on passe à autre chose. Il y a un autre dossier. Bon, si vous voulez, je veux pas... Juste pour rester dans ce dossier-là, et après on... un point de vue sur cette question, j'en ai présenté un autre. Voilà, oui, bien sûr, mais est-ce qu'il est d'accord avec ce point de vue? Est-ce que vous êtes d'accord avec... Allez-y, organisez le débat quand vous le voulez. Voilà, allez-y. Non, mais moi, je ne veux pas contester ce que vient de dire Saouad. Il a toute l'attitude de dire ce qu'il... D'accord, mais est-ce que vous pensez que les micro-partis ou les petits partis politiques sont assoiffés de pouvoir et ont tout fait pour arriver au moins à la constituante? Ce que je regrette, par contre, que le raisonnement comporte des allusions de comportement personnel ou d'objectifs politiques. Là, nous sommes en train d'analyser une situation. La situation, et il l'a dit lui-même, c'était l'implication de l'UJTT dans le choix d'une Assemblée nationale constituante. C'est le choix de l'Assemblée nationale constituante qui est regrettable. Ce n'est pas le départ d'un gouvernement Ranouchi et son remplacement par un autre gouvernement. Cela n'a aucun sens. D'ailleurs, le gouvernement Ranouchi, il est parti, il a amené qui? Il a amené Beji Qaïd Sebsi, qui n'a pas changé de stature pour le même gouvernement. Donc, ceci n'a pas changé grand-chose. La chose qui a été changée, c'est l'option d'une Assemblée nationale constituante. C'est-à-dire, c'est ce passage obligé par cette Assemblée-là. Ce passage obligé, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, au lieu de reprendre le legs de la Première République et de construire dessus, on a fait un break. Le break nous coûte ce qu'il nous coûte aujourd'hui. Donc, c'est un mauvais choix. Très bien. Au constat de ce que nous avons. Maintenant, la contestation qu'il y ait des RCDistes, tout cela est louable et tout le monde s'inscrit pour. Je pense que très peu de monde aurait contesté à ce moment-là ce choix. Très bien. Alors, on va passer donc justement à notre deuxième volet. Donc, c'est la situation socio-économique du pays. Mais j'ai une question avant. Voilà sur la question que vous avez posée ici, Mbrey, sur la privatisation. Oui, la privatisation des institutions. J'aimerais dire quelque chose là-dessus. Très bien, allez-y. Si vous le permettez. Mais je vous en prie, allez-y. Je partage l'analyse de Semreh et j'ajouterai qu'aujourd'hui, on assiste non seulement à la privatisation de ce qui reste des entreprises publiques et du patrimoine national, et de la manière encore plus opaque que ne le faisait Ben Ali. Il y a un risque que l'on assiste à une privatisation de l'État. Et ça, c'est très grave. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de prendre ce chemin-là? On prend ce chemin? Il y a mainmise et tentative de mainmise sur des structures étatiques, sur l'administration publique, sur des organismes censés être autonomes et indépendants, comme la Banque centrale de Tunisie, comme l'Institut national de la statistique, comme l'Institut des études stratégiques. Et qui est en train de mettre main prise dessus? Le pouvoir, monsieur le pouvoir. Les nominations dans les entreprises publiques, à la tête des entreprises publiques. C'est un retour en arrière, ça? Bien entendu, il y a un butin qui est en train de se partager et qui est en train de paralyser l'administration publique. Écoutez, monsieur, les grands responsables, les grands commis de l'État ont joué un rôle louable dans l'édification du développement économique de la Tunisie. Et l'administration publique, en dépit de salaires
très peu rémunérateurs alloués aux cadres et aux directeurs généraux n'est pas toute corrompue. N'est pas toute corrompue. Il y a des cadres de très grande qualité qui ont fait ce qu'est le pays et qui ont essayé de naviguer au cœur de la tempête et empêcher la catastrophe d'atteindre des proportions insupportables. Ces personnes-là, maintenant, sont totalement non sécurisées. S'attendent chaque jour à être limogés, à être au frigo. Et ils sont en train de bloquer l'administration. Ils sont en train de bloquer, outre la privatisation galopante des... Alors justement, sur la même question, sur la privatisation des institutions, le rapport de l'Union populaire républicaine, mais juste avant de passer à cette question-là, Monsieur Moller, il y a juste une petite touche d'humour, vous êtes médecin. Si la Tunisie serait votre patiente, quelle thérapie vous ordonnez pour la Tunisie? Justement, si ça serait un patient dans un état assez avancé, dans un état grave, et je le dis, ceci, vous l'entendez peut-être de la bouche de plusieurs personnes, mais je le dis avec beaucoup de tristesse et d'amertume, parce que nous avons perdu beaucoup de temps. Je vais vous donner un petit chiffre, le résultat du rapport du Fonds monétaire international sur l'audit qu'il a fait en Tunisie, le rapport qu'il a publié il y a 7 ou 8 mois. C'est un rapport de 80 pages, où il fait 3 scénarios pour la Tunisie d'ici 2017. Donc dans 4 ans. D'ici 4 ans. Voilà. Et en fait, il avait, donc 2012, il avait commencé, donc c'était pour 5 ans. D'accord. Et le meilleur des scénarios dit que si on fait... Le meilleur dit que si on fait 5% de croissance. Combien? 7 5. 5% de croissance d'ici 2017. Nous allons nous retrouver avec 42% du montant de la dette, 3% d'inflation, 3% de déficit budgétaire, 14% de chômage. Ces chiffres-là, non, je ne sais pas si ces chiffres-là vous rappellent quelque chose, mais moi, ils me rappellent les chiffres qu'a laissé Ben Ali avant de partir. C'est-à-dire qu'avec ça, on aura fait 7 ans, depuis la fin de 2010, donc 2011, jusqu'à 2017, on aura fait 7 ans pour atteindre ces chiffres-là, qui étaient là, présents en janvier 2011. Et donc, bien, il va falloir faire 5 ans retour, 7 ans encore au retour, pour atteindre d'autres chiffres. C'est-à-dire qu'on aura perdu au total 14 ans, 7 ans à l'aller, 7 ans au retour. C'est ça la situation de la Tunisie. Aujourd'hui, quand même les griefs et les peurs et les craintes que je partage de Selaouadi, moi je vais au-delà. Même s'il y a une mainmise tuniso-tunisienne sur l'administration, ça peut encore passer. Mais le problème, c'est que nous allons être forcés et obligés de céder à l'étranger. Moi, quand je parle de concession, c'est-à-dire je regarde un peu ce qui se passe en Grèce, où maintenant ils sont en concession de l'électricité, en concession de l'eau, etc. À l'étranger, où les gens se bousculent devant leurs portes pour arracher le pays, dépecer. Vous pensez qu'on peut arriver à la même... Mais parlons-en de façon économique. Oui. Allez-y. Sur le plan économique, où en sommes-nous? C'est-à-dire que là, aujourd'hui pour un budget, nous avons augmenté 14% le montant de la rémunération du titre 1, c'est-à-dire des salaires. Que reste-t-il pour le développement? Là, on a à peine dégagé 5 millions de dinars, 5 milliards de dinars la dernière fois. Que font-ils pour faire réellement un développement dans ce pays? Quand vous dites que font-ils, c'est le pouvoir en place, hein? Bien, on est bien d'accord. Non, cet argent-là, que peut-il faire? D'accord. Ce montant-là, que peut-il faire pour créer un réel développement et un réel investissement? Vous savez que maintenant, le secteur privé ne bougera pas le petit doigt. Il attend que l'État fasse son travail. Nous sommes dans une période, pour les économistes, une période qui devrait être une période keynesienne. Nous avons raté cette période-là. L'argent qu'on avait à disposition, les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas su faire la relance nécessaire. Et alors que le président de la République provisoire, Mansour Marzouk, il se permet de voyager, de dépenser énormément. C'est secondaire. Mais c'est pas secondaire, monsieur. La petite dame qui n'a pas le moyen de payer son couffin tous les jours, quand elle voit un président, le président de la République tunisienne provisoire, on est d'accord, mais qui se permet de faire des dépenses monstrueuses à l'étranger ou de dépenser 12 000 dinars pour des délégations officielles, c'est quand même assez surprenant. Non, excusez-moi, là je m'inscris en faux parce que là nous allons tomber dans le populisme et il faut savoir raison garder. Si on veut être crédible, je pense qu'il faut revenir aux chiffres et revenir à la réalité. Mais vous êtes d'accord quand même là, il est dans le budget. Je vais vous donner la parole tout de suite, mais c'est d'accord quand même qu'on parle au
peuple tunisien. Non, non, et le peuple, c'est tout le monde. Justement, il faut lui parler un langage de vérité. Là, mais ça vous d'accord, ça fait mal quand même. Oui, mais il est dans le budget qui a été alloué, qui a été voté. Nous ne le discutons pas. Si vous êtes pour réduire le train de vie de l'État, aucun souci, on peut en discuter. Moi, je vous pose une question. Non, si c'est pour réduire le train de vie de l'État, c'est justifiable. Comme nous avons regretté qu'il y ait autant de ministres, nous pouvons regretter que le président de la République ait ce montant-là, que je vous rappelle, il est très loin du montant de Ben Ali. Ben Ali était à 333 millions de dinars de budget annuel. Donc là, vraiment, c'est le chiffre que reçoit Monsef Marzouki est dérisoire. Vous allez me dire, il a des attributions beaucoup moindres. C'est autre chose. Mais sans vouloir m'accaparer la parole, je m'excuse, c'est l'Awadi. Je voudrais revenir à un point très important, c'est-à-dire que l'argent que nous avons pu dégager, que ce soit par nos propres fonds ou par les emprunts que nous avons contactés, était de l'argent qui était destiné à un investissement. Cet investissement devait faire redémarrer la machine économique qui était grippée. Cela n'a pas été... depuis Ben Ali? Non. Ben Ali, c'est un problème structurel. D'accord. Nous parlons du conjoncturel aujourd'hui. C'est autre chose. Et malheureusement, toutes les relances ont été de mauvaises relances. Il n'y a pas eu une politique de relance. Il n'y a pas eu de budget qui avait une orientation claire. On savait ce qu'on faisait. On faisait de l'expansion ou bien est-ce qu'on faisait une rétraction et on faisait de l'austérité. On ne savait pas ce qu'on faisait. On était en train de naviguer à vue d'œil. Et finalement, on a abouti à quoi? On a abouti à aggraver encore notre dette sans pouvoir relancer la machine. Et le gros problème qui nous a handicapés tout ce temps-là, c'est le fait d'être dans un gouvernement, dans une période transitoire, c'est-à-dire c'était le choix de départ d'une Assemblée nationale constituante. Juste une question, vous pensez, avec ce qu'il a dit, M. Mreyahi, vous allez prendre la parole tout de suite, là, je vous la donne tout de suite, mais est-ce que vous êtes d'accord que les principaux responsables sont bien sûr les hommes d'État, le pouvoir actuel et sûrement aussi les anciens gouvernements, mais ce n'est pas aussi parce que c'est un manque d'expérience politique? Responsable de la situation actuelle, économique actuelle. C'est un manque d'expérience au niveau politique? Ah oui, tout à fait. Ils ont ce qui est... Bon, l'économie du pays, elle est en difficulté. Elle a beaucoup de difficultés. Je suis économiste, je sais de quoi je parle, mais elle est encore loin de la situation catastrophiste de 1986. Donc on est encore... Ce qui est catastrophique, c'est la gestion économique et la gestion des dossiers économiques de l'État. Certes, quelqu'un qui sort directement du présent veut confier un département tel que le ministère de l'Industrie. Qu'est-ce que vous attendez de lui? C'est quelqu'un qui n'a aucune expérience dans la direction même d'un département et qui se trouve à la tête d'un département colossal comme celui de l'agriculture. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Des coupures de l'eau? Vous parlez de Mohamed Ben Salem. Vous parlez de Mohamed Ben Salem. Des coupures de l'eau, un enchérissement effréné des produits laitiers, des cultures maraîchères, des produits alimentaires. Alors, dans un contexte où la pluviométrie a été très, très généreuse pour la Tunisie. Donc, il prêche par manque d'expérience et par autre chose également. Laissez-moi vous dire autre chose, justement. Voilà, c'est un point d'analyse peut-être qui ne cadre pas exactement avec votre question. Ils croient qu'ils sont là et s'installent, que c'est légitime, ils ont été élus, et c'est indiscutable, et que tout le monde n'a que le reconnaître et courber les chines, sans demander des comptes, sans présenter des revendications. Et ils croient qu'ils ont devant eux le modèle iranien, le modèle turc, tout en oubliant qu'ils peuvent, eux, s'assimiler à des Turcs ou des Iraniens, mais la Tunisie n'est pas assimilable ni à la Turquie, ni à l'Iran, de par son histoire et ses composantes et ses choix sociétaux, mais surtout de par ses structures économiques. Petit pays, avec des structures économiques encore précaires, avec nos peu de ressources aussi, peu de ressources dont nous ressources. disposons. Parlons des ressources. Vous avez le droit d'évoquer certains cas de comportement ostentatoire parce qu'il n'est pas permis dans un pays où le SMIC est le plus bas de la région que des responsables politiques post-révolution se permettent des comportements ostentatoires
comme il n'est pas permis que les membres de la Constituante, qui étaient là théoriquement pour une année, s'arrogent et s'octroient des augmentations faramineuses. Alors que là, on a accusé le GTT de vouloir détruire le pays parce qu'il a obtenu une augmentation de 60 dinars sur 2 tranches, soit 35 dinars, qui ne représente même pas 3,5% du salaire moyen. Et on Vous n'êtes pas accorde... d'accord? Ah, absolument pas. Le GTT... Écoutez, laissez-moi parler, vous avez Non, mais je sais, mais parlé. il faut bien réagir, monsieur, monsieur Aoued, il faut bien qu'on réagisse vous aussi. Vous donnez à peu près le même tranche. Oui, mais il réagit et il vous redonne la parole par rapport à ça. Allez-y, d'accord. Alors notez ce point. Le GTT a obtenu 60 dinars. 70 En dinars deux tranches. sur 2 ans. 35 et 35. Voilà. D'accord. Donc, on ne peut pas leur reprocher d'être derrière l'inflation ou la dérive. Regardez le budget de l'État. Qu'est-ce qu'il y a dans le budget de l'État, la fonction publique? Il y a à peine 30% de dépenses au titre des salaires. 30%. Tout à fait. Je vous donne les chiffres. 8 800 millions de dinars sur 25 500 millions de dinars de budget de l'État 2012. Le financement Écoutez, des salaires... Les chiffres, vous les contestez? Non, je ne conteste pas vos chiffres. Ça fait 30%. Vous avez... Non, ce n'est pas 30%. Je suis désolé. 3 fois 8, 24. Non. Le chiffre, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je sais que c'est autour de 58% que... Je vous le donne. Non. C'est officiel. Oui, mais je sais. C'est le budget économique. Non, vous n'avez pas besoin de les donner, ils sont sur le journal officiel. Très bien. Vous l'avez. Donc, quand on fait une augmentation de 6% des salaires dans une négociation salariale, ça n'a jamais été fait. Si. On n'a jamais connu ça. Si. On n'a jamais connu ça. C'est une façon de rattraper, on dirait qu'on veut rattraper le retard de plusieurs années de manque d'augmentation de salaire. C'est vrai. Et en plus, non, les 6% où? Dans le secteur privé? Je termine. Dans le secteur privé? Je termine. Non, vous oubliez que j'avais la parole. Non, mais écoutez, c'est pas grave, on peut discuter. Je peux vous laisser terminer. Allez-y. Oui. Et je peux reprendre la parole. Laissez-moi vous dire. Allez-y, terminez. Les augmentations dans le secteur privé. Non, mais on est là pour discuter, donc des allez-y. augmentations de 6% qui sont inférieures au taux de l'inflation. Donc ce n'est pas des augmentations réelles. Il n'y a pas de... Lorsque vous donnez 6%, vous augmentez le coût de la vie de 6%, qu'est-ce que vous avez augmenté? Rien du tout. Et il est structurel durant, je crois, les 15 dernières années que le secteur privé accorde des augmentations entre 5, 5,5, 6, même plus dans certains secteurs prospères, parce que les salaires sont très faibles. Et vous trouvez ça pas normal? Les salaires sont très faibles. Et ces augmentations salariales permettent de dynamiser la demande intérieure, qui est la force de tractation de la croissance économique. La croissance économique de notre pays est tirée par la demande intérieure et non pas par la demande d'exportation. On peut répondre. Laissez-moi vous dire. Alors, allez-y. Donc, sur le budget de l'État, donc la pression salariale, certes, elle est forte. Ce n'est pas parce que les salaires sont forts. Les salaires des agents de l'État en Tunisie sont parmi les plus faibles au monde. Parmi les plus grands salaires, ceux des universitaires. Nous sommes moins payés que nos collègues de Mauritanie, d'Algérie, de Libye, de Maroc. Vous voyez, ce n'est pas parce que le taux est élevé, c'est parce que le budget de l'État est petit. D'accord, on va laisser Sylvie Mrahi quand même de l'Union populaire républicaine répondre. Allez-y. Écoutez, autant je suis d'accord avec Sila Aouedi pour la modicité des salaires, surtout des bas salaires. C'est des salaires où les gens travaillent. Nous continuons à avoir des gens dans ce pays qui vont au travail et avec cette devise-là, faites semblant de travailler, on fait semblant de vous payer. C'est des salaires qui ne permettent rien du tout, qui n'assurent aucune dignité. C'est dérisoire. Mais cette augmentation de 6% des salaires, c'est vrai qu'elle ne fait rien au niveau du pouvoir d'achat. Encore plus, je vous dirais, que cette augmentation du salaire a été catastrophique pour le pouvoir d'achat. Je vous dis, l'augmentation de salaire a été catastrophique pour le pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce qu'en augmentant les salaires dans une circonstance d'inflation, on a fait aggraver l'inflation. En permettant 14% de plus dans le budget de l'État, dans le budget des salaires qui a été augmenté, qui a été majoré grâce aux augmentations de salaire et des nouvelles recrues, eh bien, la masse d'argent
qui était sur place a augmenté. Et cette masse d'argent, quand elle a augmenté, donc elle a permis aux gens d'avoir un peu plus d'argent entre les mains, donc de demander encore plus. De demander quoi? Une marchandise qui était déjà pas en quantité suffisante au niveau de l'offre, et ce, en raison de la sécurité. Vous faites une analyse totalement théorique, c'est vrai. Laissez-moi terminer. Parce que vous ignorez quelques données. Laissez-moi terminer. Une information. Vous ne voulez pas avoir une information. Les salaires n'ont pas encore été versés. La plupart des salaires, des augmentations... Justement, j'allais dire, beaucoup d'entreprises n'ont pas versé les suppléments. C'est vrai. Allez-y. Ceci est d'une. Donc, il y a une augmentation de la masse d'argent qui circule. Le deuxième élément, quand vous avez dans le secteur privé quelqu'un qui a dans son entreprise à augmenter les salaires, est-ce qu'il ne va pas répercuter ça au niveau du produit final, du coût du produit final? Ça va augmenter. Donc ceci ne va pas augmenter les prix des produits qui sont de consommation. Les coûts de production, quoi. Ceci ne va pas donner un coup de fouet à l'inflation? Oui. Mais sachant raison garder, d'abord... C'était une mauvaise idée alors de faire ça. C'était une mauvaise idée d'augmenter les salaires. Ce n'était pas la bonne façon de lutter, de juguler l'inflation. Et de toute façon, ça ne servait à rien d'augmenter ces salaires parce qu'on donnait l'impression aux gens qu'on leur donnait plus de pouvoir d'achat. En fait, les gens couraient derrière leur ombre parce que ça donnait un coup de fouet à l'inflation et ça aggravait la situation. Je voulais réagir sur l'inflation parce que je trouve que Soumerehi fait une analyse que je qualifierais de théoriquement correcte et politiquement totalement non fondée. Pourquoi? Parce que ça, c'est une relation économique élémentaire. Vous augmentez les salaires, le salaire est une partie du coût. Ça se répercute sur le prix de vente. Donc, vous contribuez à l'augmentation de l'inflation. Tout le monde le sait, ça se pratique un peu partout. Dans des pays qui se respectent, l'inflation n'augmente pas de plus de 1,5%. Et les salaires sont assez élevés et permettent un niveau de vie décent. Pourquoi? Parce que les producteurs et les entreprises acceptent de donner aux travailleurs leur juste dû. Il nous reste 8 minutes, oui. Leur juste alors moi, j'aimerais passer au... Laissez-moi l'inflation, d'où elle vient en Tunisie. Alors, d'où elle vient l'inflation? L'inflation, elle vient, monsieur, du commerce frontalier illégal. Donc, c'est-à-dire les ventes au noir, quoi. Voilà, parce qu'une économie fait vivre deux pays. D'accord. En plus de 500 000 personnes par exemple, la Tunisie, la Libye. Bien sûr. Non, qu'on soit clair. Et l'Algérie, d'accord. Très bien. Et cela n'est pas contrôlé ni éradiqué. Et on s'interroge où sont nos gardes-frontières, où est la police, où est la... Alors, une question. L'inflation vient de l'étranger. Parce que le ministère du Commerce a ouvert le pays à des importations de camelotes. Donc, il y a une importation une inflation importée, une inflation qui provient de comportements de la Chine, vous parlez spéculatifs et non du mécanisme dont parle Simrehi, parce que les salaires, d'abord, personnellement, je n'ai pas encore augmenté. Moi non plus. Je n'ai pas encore reçu mon augmentation. Dans la plupart des entreprises du secteur privé que vous êtes en train de défendre et qui méritent d'être défendus. Moi, je les défends. Moi, je les défends et je défends leur pérennité et leur compétitivité et même leur profitabilité, mais elles n'ont pas encore versé d'augmentation de salaire. Très peu d'entreprises ont encore augmenté. Juste hors de la parole, monsieur. Justement, c'est la Wadi. Mais il faudrait peut-être donner des solutions aussi. Hein. Non, c'est bien de critiquer, mais... Les solutions, oui, très bien, d'ailleurs. Alors, l'inflation... dans ce pays qui est dans une période particulière. Alors vous parlez, on va terminer. Hein, dans notre pays, c'est un problème. Donc, il y a une offre qui est inférieure à cette demande. Pour des raisons de contrebande que vient de signaler Selawadi, pour des raisons de sitting et de grève également, pour des raisons sécuritaires qui ont empêché l'acheminement de certains produits fabriqués, mais qui n'ont pas pu arriver jusqu'au destinataire final, c'est-à-dire au consommateur. Donc cette baisse de l'offre a fait naturellement créer une certaine inflation. Mais quand on vient au-dessus de majorer ceci par des comportements au niveau des salaires, ceci ne fait qu'aggraver la situation. Comme d'ailleurs, ce n'est pas uniquement les salaires, comme d'ailleurs une mesure contradictoire que vient de prendre la Banque centrale, après avoir décidé qu'il y aurait moins de crédit à la consommation, on vient de revenir, de faire un petit pas en arrière. Et pourquoi le pas en arrière on l'a fait?
tout simplement pour des raisons électorales, parce qu'on veut justement améliorer un peu le paysage général politique. Et le comportement des gens. Le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, et là, je suis désolé, Saouadi, mais vous êtes entré dans une contradiction, c'est que d'abord, quand vous avez parlé, c'est un chiffre, c'est quelque chose, un mécanisme qui aurait pu être exact pour n'importe quel pays qui produit les denrées qu'il consomme. C'est la consommation, tire bien sûr l'économie. On relance l'économie par la consommation. Mais dans ce pays, il a par la suite s'est rattrapé. Il a dit combien de denrées et combien de produits finis sont importés de l'étranger. Et justement, le comportement du Tunisien aujourd'hui est un comportement qui va souvent vers la consommation de produits qui sont concurrentiels par rapport aux produits locaux, tout simplement par cette ouverture insensée, inconsidérée, initiée sur l'ère Ben Ali, certes, mais devant laquelle on aurait pu prendre des décisions. C'est-à-dire que Je vous parle de données chiffrées. Les sources de la croissance sont trois Écoutez, types. L'investissement, la consommation et l'exportation. Chez nous, la source la plus dynamique... Écoutez, regardez l'équilibre de la balance commerciale. Écoutez, j'ai des données. Ça, c'est ceux qui travaillent sur l'économie de la Tunisie connaissent cela. Et puis, j'ai des chiffres là devant moi. C'est la source principale de la croissance, c'est la consommation. On aimerait bien que ce soit l'investissement. On aimerait bien que ce soit... Mais c'est la consommation. Je vous dis que le Tunisien est tourné, il a une préférence et il est tourné vers les produits étrangers. Quand je vous dis qu'aujourd'hui, qu'il peut acheter, justement, tout le monde peut acheter, soit la camelote, pour ceux qui n'ont pas les moyens. Elle n'achète pas les produits Elle achète la camelote de Chine, monsieur. La camelote de Chine. Elle achète c'est justement, elle achète. Pourquoi la camelote de Chine est là? Pourquoi est-elle là? Vous savez que notre classe populaire, justement, qui ne peut pas acheter, elle achète en friperie. Oui. Elle achète en friperie. Et même la friperie a augmenté. Voilà, et ça tue quoi? Ça tue des secteurs. Ça ne plaît pas, bien sûr, aux téléspectateurs, ce que je suis en train de dire, parce que justement, je ne veux pas tomber dans le populisme. Mais ça tue quoi? Vous me désignez. Ça tue quoi? Mais ça tue justement toutes les industries manufacturières qui sont derrière, textiles, même les chaussures qui sont illicites, de les importer en Tunisie, vous allez les trouver en friperie. C'est du non-sens. Nous sommes en train de nous tirer une balle, non pas dans la tête, mais... culpabiliser les consommateurs. Mais je ne culpabilise pas le consommateur. Les concepteurs de la politique commerciale et des échanges extérieurs. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que j'ai dit... Le consommateur, lorsqu'il est sur le marché, il achète ce qu'il trouve. Ce qui correspond à son goût. À son budget, bien sûr. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a aucune politique. On va terminer cette émission. Autant on emporte le vent. Alors, s'il vous plaît, un tour de table. Quelles sont les solutions aujourd'hui, à moyen terme et à long terme pour la Tunisie? Allez-y. Allez-y. Les solutions aujourd'hui, c'est de ne plus écouter le FMI. De un. Le FMI et la politique néolibérale du FMI qu'il a mis en place depuis 1986 a conduit au désastre qui a conduit à la révolution. Qui a été révélé par la révolution, c'est-à-dire que la Tunisie, le développement de la Tunisie n'était finalement qu'une vitrine soignée dans les grands sites urbains, et que lorsque vous enfoncez dans le pays, vous découvrez les malheurs, la marginalisation, l'exclusion. Il nous faut, pour une solution à moyen et à long terme, repenser de manière participative, et je ne prétends pas détenir le monopole de la vérité, le type de modèle de développement qui correspond aux moyens et aux ambitions des Tunisiens. Leurs moyens et leurs ambitions. Sortir du sous-développement. Le sous-développement n'est pas une fatalité. Nous avons des ressources humaines, nous avons quelques ressources matérielles, quelques compétences qui nous permettent de rêver et d'espérer d'atteindre un palier significativement différent de développement. Maintenant, à moyen terme. À moyen terme, il y a des urgences à faire. C'est au niveau des régions. Immédiate. C'est au niveau des régions. Il faut que les chantiers se mettent en branle partout dans les régions et que l'exécution des stratégies de développement régional se fasse de manière volontariste, immédiate. Le ministre de l'Agriculture n'a rien à faire à Tunis. Le ministre de l'Industrie, le ministre du Développement régional, tous doivent se déplacer et travailler dans les régions et superviser la mise en œuvre des chantiers. La souffrance dans les régions
est insupportable. Et arrêter la mentalité du régionalisme. Insoutenable. Bien entendu, il n'y a pas de miracle à demander pour quelques mois ou même pour 2 ou 3 années, mais nous avons besoin de voir se mettre en œuvre une stratégie qui nous donne espoir, qui aurait été négociée et conçue de manière participative et à laquelle on s'inscrit quand on est au pouvoir ou quand on est en dehors du pouvoir. Merci, Sissemi. Monsieur Lotfi Melahi, vos conclusions par rapport à... On n'a pas parlé beaucoup social aujourd'hui, on n'a pas eu le temps de parler... On s'est lié. On s'est lié de toute façon, le social est lié à l'économie. Donc vos conclusions à moyen et à long terme, justement, pour sauver, si on peut dire, la Tunisie de ce drame économique. Je pense qu'il y a d'abord l'immédiat avant le moyen. Le gros problème de la Tunisie aujourd'hui est un problème politique. C'est le problème politique qui empêche l'économique également de fonctionner. Tant qu'il y a une Assemblée nationale constituante, il n'y a aucune possibilité de relance économique. C'est une chimère. Ce qu'a fait Nebli dans son temps, ce qu'a fait Jaloul Ayed de son temps, était, je me permets l'expression, peut-être elle est un peu forte, était criminel. De vouloir relancer à un moment où on ne pouvait pas faire de politique expansionniste et il n'y avait aucune condition possible de relance. Donc là, avec des partis politiques qui ont les yeux rivés sur les prochaines élections électorales, je pense que rien ne bougera. Et je pense que ces gens-là n'ont pas eu et n'auront pas donc la force de parler aux gens honnêtement de la situation et de prendre des décisions qui sont des décisions malheureusement qui ne seront pas très bien perçues. Une situation catastrophique, on peut dire ? La situation est très difficile. D'accord. Très difficile. Elle n'est pas catastrophique, mais elle est très difficile. D'accord. Maintenant, par rapport aux conclusions, le langage de vérité, on ne l'a pas parlé. Personne n'en a parlé. Je pense que d'ici aux prochaines élections, il ne faut rien attendre. Par contre, pour pouvoir dire non au FMI, et ça serait une très bonne chose, il faut en avoir les moyens. C'est-à-dire qu'il faut avoir les moyens de se financer. Et ça sera très difficile. Dans les médias, je pense qu'il faut aller vers l'austérité. Est-ce qu'on peut dire qu'on est sous la coupe du FMI en ce moment ? On n'est pas encore sous la coupe du FMI. On n'est pas, mais mais pour le prochain budget, je me demande comment on va pouvoir le financer. Si on n'accepte pas de collaborer avec le FMI. Mais maintenant, il y a des mesures quand même qui sont très importantes et à prendre rapidement. Et je sais que M. Awadi ne sera pas d'accord, mais pour moi, c'est une mesure indispensable. C'est la caisse de compensation. Il faut absolument arrêter la caisse de compensation. Il faut instituer les justes prix, mais il faut fixer un plafond et dire, même un plafond large, dire que toutes les familles qui gagnent moins de 20 000 dinars, par exemple, par an, ces familles-là ont droit à une compensation. C'est-à-dire que ces gens-là vont au marché, ils achètent leur pain, par exemple à 500 000 limes, et ils s'achètent leur huile au prix réel, etc. Mais chaque mois, ces familles-là, si elles comportent 5 membres ou 4 membres, etc., reçoivent un chèque. C'est pas immédiat. Un chèque de compensation. Oui. De toute façon, c'est une mesure indispensable pour pouvoir boucler et arrêter que des gens qui n'ont pas droit de profiter de la compensation profitent. Vous savez qu'aujourd'hui, pour les denrées alimentaires, les gens qui ont les moyens, les gens aisés, profitent 4 fois plus de la compensation que les gens qui ont réellement droit. En matière énergétique, c'est 40 fois plus. C'est vraiment injuste, dramatique que les plus pauvres, les plus démunis, qui bénéficient de la compensation. Les plus démunis profitent, c'est sur leur dos que se fait la compensation. Là, ce sont des mesures importantes. Je pense qu'également au niveau du train de vie de l'État, ça doit être revu, cette histoire de bancs d'essence qui partent à droite et gauche, ces histoires de voitures, ces histoires de personnel, etc. Tout cela doit être revu et fait très très important pour pouvoir dynamiser, comme l'a dit Awadi, même si ça n'a pas été fait en son temps, il faut faire un effort parce que le privé ne viendra que si l'État prend les devants et donne un coup de fouet keynésien au vrai sens du mot pour faire redémarrer l'économie nationale. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci à M. Awadi, conseiller économique à l'UGTT. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir. On espère vous revoir quand même. N'hésitez pas, je reviendrai. Voilà, et merci beaucoup à M. Lotfi Melahi, secrétaire général du parti de l'Union populaire républicaine, qu'on espère voir beaucoup plus dans notre émission et dans les médias.
À votre guise. Merci, c'est gentil à vous. Merci à vous, téléspectateurs chez vous. On espère avoir répondu à vos questions malgré la situation du pays, qui n'est pas catastrophique, qui est difficile. On espère que ça va aider les personnes au pouvoir à avancer et qui vont essayer de régulariser cette situation. Merci à vous, merci à tous vos téléspectateurs. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de Débat News, votre émission hebdomadaire politique. Bonne fin de soirée sur notre chaîne. À lundi prochain.